De l'invasion d'abeilles tueuses à la tour penchée de Pise, voici 10 erreurs humaines qui ont marqué l'histoire de toute l'humanité. Il est très rare de voir une erreur humaine se transformer en véritable chef-d'œuvre architectural comme ce fut le cas pour la tour de Pise. Car contrairement à la légende, la conception penchée de ce bâtiment célèbre n'a jamais été préméditée et il s'agit bel et bien d'une erreur monumentale, sans aucun jeu de mots. Son inclinaison caractéristique est d'ailleurs apparue juste après sa construction en 1173 et serait due finalement à un défaut de construction au niveau de ses fondations. Le site même où la tour fut érigée était particulièrement instable puisqu'il s'agit de la plaine alluviale fluvio-marine de l'embouchure de l'Arno au sol argileux impropre à la construction. Malgré le fait qu'elle donne l'apparence d'être sur le point de s'écrouler, elle a néanmoins pu résister à pas moins de 4 puissants tremblements de terre. Car paradoxalement, le sol argileux, qui est à l'origine même de son inclinaison, joue également le rôle d'un excellent élément parasismique naturel. En effet, et en raison d'un phénomène physique d'interaction dynamique entre le sol et la structure de la tour, cette dernière ne résonne pas avec les mouvements du sol en cas de séisme, ce qui lui permet de rester parfaitement stable. Ainsi, même si les architectes de l'époque ont visiblement raté leurs calculs, il n'en demeure pas moins que la tour de Pise reste l'un des plus beaux emblèmes de l'Italie et un lieu de pèlerinage pour les touristes du monde entier. Décidément, la bêtise humaine n'a pas de limite et certains employés commettent des bourdes plus grosses qu'un train de gare. C'est en effet l'anecdotique mésaventure qui s'est produite lorsque des responsables de la SNCF ont décidé d'acheter pas moins de 2000 trains flambant neufs, mais qui ne se sont avérés trop larges pour la plupart des gares où ils devaient s'arrêter. L'écart entre les trains et les quais de gare ne fait certes que 20 cm, mais qui sont toutefois suffisants pour devoir raboter et remettre à niveau les quelques 1300 quais qui sont concernés par cette monumentale erreur. Cette bourde a coûté en effet plus de 50 millions d'euros et serait due au manque de coordination et de communication entre la SNCF et sa succursale SNCF Réseau, qui est la gestionnaire attitrée du réseau ferré français. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on continue. Même les entreprises les plus cotées et les plus prestigieuses sont capables des pires bourdes financières. Et ce ne sont certainement pas les responsables de Yahoo qui vous diront le contraire. La société californienne avait commis en effet une série d'erreurs monumentales dans sa gestion financière qui ont contribué au final à l'écarter de la cour des grands. Yahoo était en effet l'un des premiers géants de l'Internet, et c'était d'ailleurs le site web le plus visité au monde en 2004. Mais comment l'entreprise qui valait plus de 188 milliards de dollars à son apogée dans les années 2000 a-t-elle bien pu finir par être vendue pour 4,48 malheureux milliards ? Cette chute spectaculaire de la valeur de Yahoo était en fait due au management de la société, qui a raté plusieurs occasions inestimables de garder le monopole sur le web mondial. En effet, en 1998, Yahoo a eu l'opportunité de racheter le moteur de recherche prometteur qu'était Google pour 1 milliard de dollars, mais elle ne l'a pourtant pas fait. Le PDG de Yahoo allait d'ailleurs réitérer la même erreur quelques années plus tard, en 2002, lorsqu'il eut de nouveau la possibilité d'acquérir Google, qui entre-temps avait connu une ascension fulgurante. Malgré tout le potentiel que représentait ce moteur de recherche, Yahoo s'est entêté à ne pas l'acheter, préférant miser sur des valeurs plus sûres selon elle. Je suis persuadé qu'il doit sacrément s'en mordre les doigts aujourd'hui. Les films hollywoodiens nous ont appris que les scientifiques qui s'amusent à manipuler les gènes d'organismes vivants finissent toujours par causer de bien fâcheux événements. Mais c'est d'autant plus vrai dans la vie réelle, car Dame Nature n'aime pas du tout que l'on joue au savant fou avec les lois immuables qui la régissent. C'est ainsi qu'en voulant créer une race d'abeilles qui produirait plus de miel, que le biologiste brésilien Warwick Estevam Kerr a permis l'émergence de la terrible abeille tueuse dans son pays, puis dans le reste des Amériques. La libération accidentelle dans la nature des 26 essaims d'abeilles tueuses a permis à ces dernières de se répandre à travers le bassin amazonien, puis dans toute l'Amérique du Sud, avant d'atteindre le Mexique et les États-Unis. Extrêmement agressives, ces abeilles peuvent suivre une personne sur une distance de plus de 500 mètres et l'attaquer jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ce terrible insecte fait partie aujourd'hui de l'écosystème américain, bien qu'il s'en serait très bien passé. La catastrophe de Bhopal restera gravée dans la mémoire collective comme l'un des accidents industriels les plus meurtriers de l'histoire des hommes. Ce tragique accident chimique est survenu dans la nuit du 3 décembre 1984 à Bhopal, une ville du centre de l'Inde, lorsqu'une usine de pesticides explose subitement. La gigantesque déflagration a ainsi libéré dans l'air plus de 40 tonnes d'isocyanate de méthyle, un composé organique extrêmement dangereux en raison de sa toxicité et de son fort potentiel irritant. L'atmosphère tout entière de la ville fut ainsi saturée par ce gaz toxique, ce qui provoqua hélas la mort de près de 25 000 personnes. Mais le plus dur pour les victimes fut de savoir que cette tragique catastrophe aurait réellement pu être évitée, puisque cet accident n'aurait jamais dû avoir lieu si l'usine avait pris certaines dispositions de sécurité basiques. La firme américaine Union Carbide, responsable de l'usine, a ainsi très rapidement été pointée du doigt pour son laxisme et son PDG Warren Anderson fut poursuivi en justice.
Observer les étoiles et les galaxies les plus lointaines a toujours été le rêve des astrophysiciens de tous bords, mais les télescopes d'antan ne permettaient guère de satisfaire leur insatiable curiosité. Toutefois, depuis l'avènement du télescope spatial Hubble en 1990, l'immensité du cosmos, jadis ténébreuse, fut illuminée et le monde a enfin pu contempler la terrifiante et suprême beauté des galaxies les plus lointaines. Mais si nous avons aujourd'hui la possibilité de visionner des photos en haute définition des étoiles, les premières images du télescope spatial n'étaient pas aussi nettes que ça. Très peu de temps après son lancement, en effet, les opérateurs de la NASA avaient découvert un défaut de fabrication au niveau du miroir principal de Hubble. L'erreur, que l'on pourrait considérer comme minime puisque de l'épaisseur d'un 50e de cheveu humain, a néanmoins eu des répercussions énormes sur la qualité des images obtenues. Pour résoudre ce problème, la NASA a dû faire placer de nouvelles lentilles pour corriger le défaut du miroir, exactement comme une paire de lunettes corrigerait la vision d'une personne myope. De la taille d'une cabine téléphonique, ce dispositif optique a donc pu permettre de contrer les effets de la micro-égratignure du miroir. L'observation du cosmos est donc une activité fort intéressante, mais encore faut-il essuyer les lentilles de son télescope avant de le pointer vers les étoiles. Avec plus d'1,3 milliard d'êtres humains, l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde. Alors, pour apporter la lumière dans autant de foyers, la tâche peut s'avérer extrêmement ardue, surtout lorsque la politique d'État s'immisce dans la gestion énergétique du pays. Ceci sans oublier bien entendu la vétusté et l'archaïsme de la plupart des installations électriques du pays et sa forte dépendance envers les ressources énergétiques fossiles telles que le charbon ou le pétrole. Mais au lieu de chercher à moderniser l'intégralité de son système électrique, les autorités indiennes se sont lancées dans une politique d'ingérence au niveau des opérateurs énergétiques du pays. La réglementation des tarifs d'électricité favorise ainsi les agriculteurs au détriment des industriels, et ce uniquement parce qu'ils constituent le premier réservoir électoral du pays. Les politiciens, qui souhaitent donc caresser leurs électeurs dans le sens du poil, leur accordent ainsi d'immenses privilèges en matière d'énergie, qu'ils ont presque gratuitement. Alors même que les industries lourdes nécessitant un volume électrique conséquent sont obligées de se serrer la ceinture pour payer les factures d'électricité qu'ils payent quasiment à prix d'or. Vous est-il jamais arrivé de jeter un objet de valeur sans même vous en rendre compte ? Une bague en or ou peut-être même des boucles d'oreilles qui traînaient sur la table et qui furent tout bonnement jetées à la poubelle avec le reste des ordures ménagères. Cela peut arriver à tout le monde finalement, car on ne cessera jamais de le répéter, l'erreur est humaine. Mais que se passerait-il si jamais vous perdiez la somme pharaonique de 100 millions de dollars américains ? James Howells est un informaticien du pays de Galles qui a perdu l'équivalent de cette somme en bitcoin et pourtant le jeune homme est resté de marbre. Son histoire avec la crypto-monnaie avait commencé en 2009 lorsqu'il commença à miner du bitcoin, amassant quelques 7500 unités qu'il avait sauvegardées sur le disque dur de son ordinateur portable. Lorsque Howells décida de vendre son ordinateur sur eBay, il garda précieusement le disque dur en attendant que les bitcoins qu'il avait minés prennent de la valeur. Mais en 2013, et suite à un grand ménage de printemps, le fameux disque dur contenant la crypto-monnaie fut accidentellement jeté avec les ordures, puis enterré profondément sur place. Mais si en 2013 la valeur d'un bitcoin était de 263 $, en 2017, il en valait déjà plus de 19 000. Les 7500 bitcoins que possédait Howells dans son disque dur valent donc aujourd'hui une véritable fortune qui, malheureusement pour lui, repose 6 pieds sous terre. Le proverbe dit que pour voyager loin, il faut bien ménager sa monture. Et lorsqu'on navigue en haute mer, mieux vaut s'assurer que son navire est en parfait état et qu'il est prêt à affronter les tempêtes marines sans risquer de se briser en deux. Mais les armateurs du MSC Napoli, un porte-conteneur battant pavillon britannique, n'ont visiblement pas appris leur leçon de bon sens maritime. Le navire construit en Corée du Sud en 1991 n'était pourtant pas si âgé que ça, mais il avait fait naufrage en 2001 au sud de Singapour, subissant alors d'importants dégâts au niveau de toute sa structure interne. Le MSC Napoli sera renfloué par la suite et réparé dans un chantier de Singapour avant d'être remis à flot. Le 18 janvier 2007, soit 6 ans plus tard, le MSC Napoli se trouvait dans la Manche à 100 km au nord d'Ouessant lorsque les membres d'équipage furent stupéfaits d'horreur en remarquant une énorme fissure dans la coque du vaisseau. Le capitaine et ses hommes seront donc élitreillés par les gardes-côtes britanniques et finiront sains et saufs sur le rivage. Mais ce ne fut pas le cas de l'immense navire qui fut volontairement échoué faute de pouvoir le remorquer, car les dégâts étaient considérables. Plusieurs conteneurs qui sont tombés du bateau allèrent échouer sur la plage, faisant le bonheur des riverains, puisqu'ils contenaient du parfum et du vin français, mais aussi des pièces automobiles et même de superbes motos BMW. Un malheur n'arrive jamais seul, dit-on, et cela n'a jamais été aussi vrai que durant la fatidique année 1995 au Japon. Le pays du soleil levant avait essuyé cette année-là en effet 2 grandes catastrophes majeures, à seulement 2 mois d'intervalle. Le 17 janvier au petit matin, un séisme d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter frappa les habitants de la ville de Kobe, alors qu'ils étaient encore plongés dans leur sommeil. L'architecture des quartiers de la ville n'était malheureusement pas adaptée au tremblement de terre et beaucoup de maisons se sont ainsi effondrées sur leurs pauvres propriétaires.
Le bilan humain fut ainsi terriblement élevé, d'autant plus que la lenteur des secours et le manque de cohésion entre les différents organes de l'État l'ont considérablement alourdi. Ce seront ainsi plus de 6 437 personnes qui perdront la vie dans cette tragique catastrophe, tandis que 43 792 autres seront blessés, en plus des dégâts matériels se chiffrant à plus de 101 milliards d'euros. 2 mois plus tard, et alors que le pays sort de son deuil, un attentat au gaz sarin est perpétré dans le métro bondé de la ville de Tokyo, faisant 13 morts et plus de 6 300 blessés. Les auteurs ignobles de cette attaque faisaient partie de la secte Aum Shinrikyo, à l'idéologie religieuse d'inspiration bouddhiste et apocalyptique. Le gourou de la secte Shoko Asahara n'était en fait qu'un criminel cherchant à s'enrichir sur le dos de ses adeptes qu'il manipulait grâce à ses nombreuses techniques de persuasion. La secte, qui s'apparentait plus à une mafia, aurait donc dû être dissoute et son gourou arrêté depuis longtemps à cause de ses activités criminelles. Mais au lieu de cela, la justice l'avait laissé agir tranquillement jusqu'à ce qu'elle puisse accomplir ses funestes desseins de mort et de chaos. Alors que pensez-vous de ces 10 mésaventures anthologiques? Laquelle d'entre elles vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.